Merci beaucoup Anne-Laure Mahler. J'espère que je vais être à la hauteur. C'est un peu la première fois pour moi que je vais animer entre guillemets une émission. Oui, donc j'ai fait connaissance avec Yuri Rochka et Valérie Bugeaud à Chisinau, capitale de la Moldavie. C'était en décembre de l'an dernier pour le colloque que Yuri a organisé en Moldavie, à Chisinau, les 15 et 16 décembre de 2017. Un colloque où j'étais invité aussi. Alors j'ai fait une petite intervention, mais j'étais pas vraiment dans la liste des invités vedettes. Parmi les invités bien connus du public français et notamment de Radio Courtoisie, on peut citer Emmanuel Leroy, Yvan Blot, qui est même patron. Hervé Juvin. Oui, alors j'allais y venir. Effectivement, Yvan Blot qui est patron d'émission même. Oui, tout à fait. Hervé Juvin. Slobodan Despot, qui est écrivain et éditeur. Et qui est intervenu très souvent à l'antenne de Radio Courtoisie. Oui. Ouais. Et puis Alexandre Douguin, qui lui vit en Russie et qui est un peu moins évidemment disponible en France. Et je crois que c'est tout. Je peut-être Valérie Bugeaud. Valérie, oui, bien sûr, évidemment, oui. Et alors, Valérie Bugeaud, que les auditeurs auront le plaisir de découvrir de manière plus approfondie, parce que elle est sur la liste de mes victimes potentielles. Ça fait très longtemps que je souhaitais la recevoir. Voilà. Et donc le colloque de Chisinau a permis aussi de présenter des livres traduits par Yuri et son équipe en roumain et donc notamment le livre de Valérie et de son acolyte Jean Rémy qui était spécifiquement sur le thème du colloque. Le colloque, c'était le thème, c'était le capitalisme financier et ses alternatives au XXIe siècle. Il s'agissait de réfléchir sur les alternatives possibles à ce capitalisme financier qui fait beaucoup de dégâts. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je sais qu'il y a des sensibilités libérales aussi sur Radio Courtoisie, mais est-ce que le capitalisme spéculatif de la finance est vraiment constructif et est-ce qu'on pourrait peut-être pas s'en passer et revenir à de l'économie réelle? Ça, je pense que même les libéraux peuvent entendre ce questionnement, même les plus libéraux des libéraux. Alors, j'ai souhaité vous avoir dans ce studio parce que je trouve que les débats qui ont lieu actuellement dans les anciens pays de l'Est sont passionnants, puisque en fait vous avez pris de l'avance sur nous, c'est-à-dire que vous avez rapidement cerné les difficultés du modèle ultra-libéral qui est en vogue dans l'Europe de l'Ouest, en tout cas l'ancienne Europe de l'Ouest. Et vous êtes en train de réfléchir, et c'était le sujet du colloque, et c'est le sujet, je crois, de vos interventions quand vous venez en France. Vous êtes en train de réfléchir à des pistes de développement qui soient autres, sans renoncer à la liberté économique, autres que les schémas qui nous sont aujourd'hui imposés par les modèles libéraux qui sont défendus dans les écoles françaises d'économie. Et ça, je trouve ça passionnant. Et nous avons du mal en France à sortir en fait de ces grilles dans lesquelles on nous a enfermés, dans lesquelles on a enfermé le débat économique. Vous savez, après la chute du communisme, tout le monde a été très heureux d'attendre une version capitaliste et libérale et démocratique du développement du pays. Mais il était nécessaire pour moi personnellement de 15 ou 20 années pour comprendre mieux de quoi il s'agit. J'ai découvert une autre sorte d'impérialisme. J'ai commencé comme anticommuniste et anti-impérialiste à l'époque soviétique. Et après ça, j'étais déterminé de changer les opinions ou maintenir la vision du monde, mais contre le nouveau type extraterritorial d'impérialisme financier, et pas seulement financier, mais militaire aussi. Militaire, idéologique. Idéologique, culturel, civilisationnel. Et maintenant, on doit voir comment on peut survivre dans un monde qui propose un modèle politique et économique qui est absolument catastrophique pour nous. Sauf que vous êtes allé beaucoup plus vite que nous dans l'analyse, parce que nous, encore, nos cadres, nos élites se refusent à constater que
les difficultés que nous observons aujourd'hui sont le fruit de ce modèle capitaliste, sans forcément adopter des visions marxistes, hein, mais ils refusent de constater, alors que vous n'avez pas... on l'entend dans les interventions des hommes politiques polonais, on l'entend dans vos interventions à vous, les pays de l'Est n'ont pas ces pudeurs vis-à-vis de l'idéologie libérale. Hein. Ils dénoncent directement les défauts. C'est très simple parce que nous étions les dissidents anti-soviétiques et maintenant nous sommes les dissidents anti-américains, on peut dire, oui. C'est très simple de changer la vision du monde parce qu'on a découvert ce nouveau type de danger pour notre région. Et la colonisation économique occidentale est très efficace chez nous. Le libre-échange, le régime de libre-échange fonctionne d'une manière parfaite à Moldavie. Nous sommes en train d'exporter toutes les populations actives chez vous et en Russie et d'importer les biens, les services et l'argent, les finances qui viennent d'Occident chez nous. C'est un modèle qui fonctionne seulement pour les corporatocrates, pas pour nous. Et pour les plus forts. Multinationales, on peut dire. C'est pourquoi on doit penser comment on peut protéger notre économie. Aujourd'hui, il n'est pas en vogue de dire nationalisme économique, mais je suis en faveur du nationalisme économique, du protectionnisme économique. Sinon, on n'a aucune chance d'être capable de faire un modèle fonctionnel économique, et pas seulement économique. À l'enseignement, on a une catastrophe totale parce que tout le monde est obsédé pour l'intégration européenne. C'est quoi? C'est une nouvelle version du communisme. À l'époque, j'étudiais le communisme et tout ça, et le marxisme-léninisme. C'est la même obsession, le même mirage ou fascination pour un autre type d'idéologie totalitaire. Et à toutes les écoles et les universités en Moldavie, seulement l'intégration européenne, seulement droit de l'homisme, seulement individualisme, seulement le paradigme libéral. D'accord. Et notre tentative est de changer un peu la vision sur les réalités géopolitiques, politiques, économiques, institutionnelles. C'est pourquoi j'insiste d'organiser ce genre de colloques 2 fois par an. 2 fois par an. Oui. Alors vous allez pouvoir, je compte sur Lucien Cerise pour nous annoncer les prochaines dates, comme ça les auditeurs pourront veiller, au moins surveiller sur les réseaux sociaux et Internet les prochaines dates de colloques et les prochains débats qui arrivent. Sur le colloque qui s'est déjà tenu, Lucien Cerise, vous avez été notre espion. Du coup, qu'est-ce qu'avez-vous retenu comme point important sur lesquels il faut que les Français travaillent ? Le partenariat oriental, disent les Bruxellois, les européistes, nous devons le doubler par un autre partenariat oriental, mais anti-bruxellois. Vous voyez ce que je veux dire ? À Chisinau, là, en décembre, un indice justement de ce fanatisme européiste, c'est par exemple la manière dont le ministère des Affaires étrangères moldave se nomme et a été renommé. Ça, c'est une grande habitude dans les dictatures. On renomme les rues, on passe son temps à réécrire l'histoire. Quand on passe devant le bâtiment officiel du ministère des Affaires étrangères de Moldavie, en fait, ce n'est plus le ministère des Affaires étrangères, c'est le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration européenne. Et c'est écrit en toutes lettres avec la charte graphique officielle d'État, etc., etc. Plus que ça, maintenant, la coalition des gouvernements est en train de changer la Constitution pour introduire la formule l'intégration européenne comme la partie fondamentale de notre Constitution. Donc, ça signifie que peut-être demain, les dissidents anti-européistes peuvent être emprisonnés ou amendés pour une autre vision du monde. Je suis en faveur de multipolarité, je suis en faveur des relations parfaites avec les Russes. Pas comme l'annexe des Russes, pas comme la partie des fédérations russes, mais les Russes sont nos partenaires. Naturels, pas seulement économiques, civilisationnels, culturels et religieux. Non, c'est maintenant l'insistance de promouvoir ce genre d'obédience
est très, très grave chez nous. Et on a un président de la République, mon ami qui s'appelle Igor Dodon, et qui est en faveur de maintenir l'indépendance et la neutralité de notre pays, et pour avoir une sorte d'équidistance par rapport à l'Ouest et l'Est. Mais par exemple, le changement du nom du ministère, c'est quelque chose qui est à l'initiative de la présidence? Non, c'est l'initiative de la coalition de gouvernement qui a la majorité parlementaire. D'accord. Ils sont en opposition avec notre président. Donc le même problème que ce qui a pu s'observer chez nous, c'est-à-dire que c'est bien la division politique qui permet à des puissances étrangères de pouvoir, entre guillemets, c'est une colonisation des esprits, c'est-à-dire qu'imposer le changement et un drapeau étranger sur des bâtiments officiels d'un pays, c'est quand même marquer son placement sous tutelle. On a partout le drapeau européen, partout. Non, chez nous aussi. Mais nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Ah oui, mais c'est un signe d'occupation. L'obsession. Et en Ukraine, c'est pareil. Hein. Ouais. Le drapeau bleu avec le cercle d'étoilés partout à Kiev. C'est un signe d'occupation. Tout à fait. Bien sûr. Politique et intellectuelle, premièrement. Chers auditeurs, vous aurez compris que la directrice d'émission n'est pas pro-européenne, au cas où vous l'ignoriez. On a changé les commissaires. À l'époque, les commissaires ont été soviétiques. Maintenant, les commissaires sont européens. La même chose. Mais à l'époque soviétique, la famille traditionnelle a été respectée. C'est mieux que la version européiste. Oui, parce que les commissaires de Bruxelles apportent dans leurs valises, évidemment, alors la thérapie de choc des années 90, l'ultralibéralisme, comme dit, c'est-à-dire la thérapie de choc ordonnée par Soros et ses associés. Donc destruction économique. Voilà. Et ensuite, dans un deuxième temps, l'immigration extra-européenne et le LGBT. Ça, c'est automatique. Faut quand même le savoir. Donc ça se passe en permanence, l'attaque contre la tradition. Contre la famille traditionnelle, contre la culture traditionnelle. C'est très grave pour nous. Et seulement le réseau Soros, qui fonctionne comme en Roumanie, comme en Ukraine et en Moldavie aussi, d'une manière très efficace pour imposer l'agenda politique aux dirigeants des gouvernements et des parlements. C'est les méthodes finalement qui étaient utilisées par les communistes avant-guerre. Oui. C'est Gramsci qui avait mis en place l'imposition d'un calendrier de débat et d'un calendrier culturel. Donc c'est effectivement exactement le même mécanisme. Vous avez une grande expertise pour vous libérer du communisme. J'espère que ça servira d'arme pour se libérer du totalitarisme. J'espère aussi. J'ai commencé quand j'étais 16 ans. À l'époque, au milieu anticommuniste et de clandestinité et tout ça. Et après ça, le mouvement pendant la chute du communisme de l'Union soviétique, nous étions embrassés par les Américains. Premièrement, c'était une expérience très douce pour moi. Et après ça... Une fois qu'ils vous ont embrassé, lorsque vous avez souhaité la liberté, ça s'est moins bien passé. À l'époque, j'étais l'ennemi numéro 1 de l'Union soviétique. Et maintenant, je suis l'ennemi numéro 1 de l'Empire américain. Et il vaut mieux être l'ennemi numéro 1 de l'Union soviétique ou de l'Empire américain? Quel est l'adversaire le plus facile à combattre? Tous les deux, parce que ça me fait plaisir de se battre avec un ennemi très fort. Je suis un ancien boxeur. Chers auditeurs, je trouve que cette intervention est revigorante. Alors, on va continuer parce que je ne peux pas vous garder plus longtemps dans le studio et je ne voudrais pas perdre l'essentiel de ce qui a été dit lors de ce colloque. Donc, vous avez dit avoir une politique conforme en fait à l'histoire naturelle du pays. Donc, en l'occurrence, pour la Moldavie, c'est renouer en fait avec des relations apaisées avec la Russie et non pas s'inscrire dans les conflits importés par les intérêts américains et européens. Exactement. Parce que maintenant, le gouvernement développe les conflits artificiels, diplomatiques et politiques avec la Russie sans aucune nécessité. Donc c'est vraiment les conflits artificiels. Absolument. Donc renouer avec la diplomatie naturelle, c'est valable pour la France. Il faudrait qu'elle réfléchisse aussi sur sa diplomatie naturelle qui est plus, je pense, la Russie que l'Arabie saoudite. Ensuite, Lucien Cerise, un autre point qui vous a paru important, qui a été traité lors de ce colloque.
Eh bien, justement, dans le cas de ce partenariat oriental ou Est-Ouest, un gros travail sur les traductions des textes. C'est-à-dire que Youri a lancé vraiment une grande initiative de traduction d'ouvrages français, dont Valérie qui va s'exprimer, qui n'a pas encore parlé, et aussi de Hervé Juvin qui était là aussi pour présenter un livre traduit, et puis d'autres que j'ai plus tout en tête, tout le catalogue. Ça, je pense que c'est effectivement très prometteur. Ça va effectivement accélérer considérablement les relations intellectuelles au niveau continental, de l'Est à l'Ouest, parce que effectivement, la Moldavie, c'est vraiment la pointe Est. Après, bon, il y a l'Ukraine, évidemment, et donc, s'il est possible effectivement comme ça de partager des idées pour définir, rétablir, en fait, vous savez, le partage ami-ennemi de Carl Schmitt, c'est-à-dire rétablir où est la ligne de front. Où est-elle exactement? Parce que là, il y a vraiment un gros travail d'ingénierie sociale, c'est un peu ma spécialité, pour brouiller la perception de la ligne de front, pour que l'on perçoive un faux ennemi et aussi un faux ami, vous voyez. Christian Arbulot serait dans le studio, il vous dirait que c'est la base de la guerre, c'est de savoir désigner son ennemi et quelles sont les lignes de rencontre. Tout à fait. Et c'est un travail effectivement qu'aujourd'hui les intellectuels français peinent à effectuer. Donc là, ce que vous nous dites, c'est que non seulement c'est bien d'avoir des idées, mais il faut aussi collaborer de manière intellectuelle avec entre guillemets, les chercheurs, en tout cas les auteurs de vos côtés, les auteurs français comme Madame Bugeaud qui fait un gros travail effectivement de réflexion sur d'autres pistes de travail, d'autres pistes de développement économique. Donc ça, Est-ce qu'on peut retrouver les interventions de ce colloque sur Internet? Oui, bien sûr. Oui, spécialement sur notre site. Très bien, vous pouvez donner Flux MD, la version française, anglais, russe et roumain. D'accord. Tous les discours sont traduits, tous les matériaux sont publiés, et le discours de notre président qui a été absolument brillant. Pour la première fois, un chef d'État parle d'une manière ouverte contre la plutocratie, le multinational, l'intérêt national, pour garder le modèle protectionniste d'économie et tout ça, pour garder la famille traditionnelle. C'était un grand succès pour notre président et pour notre pays. Mm-hmm. Et grâce à la présence massive des presses internationales, presse dissidente bien sûr, anti-système, tous les matériaux sont maintenant en Allemagne, en Grèce, ici en France et les autres pays. On a Italie, Roumanie, Bulgarie et plusieurs autres. C'est très important pour nous parce que Suède, la Moldavie est presque inconnue. C'est quoi Moldavie? Je reconnais que lorsque Lucien Cerise m'a proposé de vous recevoir, je me suis dit, là je ne peux pas traiter, je ne connais pas. C'est une autre chose. Oui, c'est vrai. Pardonnez-nous. En même temps, on a besoin d'une infusion intellectuelle de la part de la nouvelle dissidence occidentale. C'est pourquoi je suis concentré de traduire. L'année dernière, on a traduit 3 livres français. Il s'agit de Jean Parvulescu. Le livre s'appelle Poutine et l'Eurasie. Poutine et l'Eurasie. Après ça, Valérie Bugeaud et Jean Rémy. La version roumaine de titre est Tuer la plutocratie. Un autre livre, il s'agit de Hervé Juvin. Le mur de l'Ouest n'a pas tombé. Et pour cette année, c'est pourquoi je suis ici à Paris, je préparais déjà un livre de Pierre Hillard. Après ça, Yvan Blanc, Lucien Cerise, 2 livres gouvernés par le chaos et les néo-europérates. Et après ça, Youssef Hindi, la mystique de laïcité. Jean-Michel Vernochet, oui. La guerre civile froide. Peut-être les autres, mais c'est mon intention est de promouvoir les idées des dissidents français en Roumanie et en Moldavie, parce qu'il il s'agit de la même langue, la même culture, et on doit organiser la distribution d'idées des nouveaux dissidents. Je cite Philippe Devrier, qui a dit dans un livre, en citant Solzhenitsyn, à l'époque, les dissidents ont été à l'Est. Maintenant,
présidents sont à l'ouest. Oui, exactement. Et je suis très heureux de redevenir dissident ici à l'ouest. Oui. Nous espérions échapper à ce combat, mais chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous n'y échapperons pas. Est-ce que vous avez un autre point? Il nous reste une petite dizaine de minutes sur lequel il faut envoyer les auditeurs. Je pensais, alors oui, pour finir sur la Moldavie, on peut effectivement parler de ce qui arrive à Igor Dodon en ce moment, puisqu'il a quelques soucis, oui. Et ce serait bien que tu fasses un petit point là-dessus. Bon, notre président est isolé par la coalition des gouvernements. En fait, nous sommes en condition d'usurpation des pouvoirs d'État. Toutes les institutions publiques sont contrôlées par le réseau mafia local. Il s'agit d'un oligarque qui s'appelle Plahotniuc et qui contrôle tous les mécanismes juridiques de notre pays et institutionnels aussi. La coalition du gouvernement essaie d'éliminer notre président de son position, ou par référendum, ou par une instrumentalisation d'un cas pénal contre lui. On va voir, cette année, on a les élections parlementaires et j'espère que les forces patriotiques sont capables de gagner les élections. De l'emporter. Comment réagit la population? La population est divisée. 50% sont en faveur de l'Union européenne et 50% sont en faveur de l'indépendance et de bonnes relations avec la Russie. C'est un problème pour nous. Parce que en Moldavie, personne ne fait politique. Tout le monde fait géopolitique. Ou avec Moscou ou contre Moscou. Et je pense que notre devoir, c'est de réinformer aussi les Moldaves sur ce qui les attend s'ils rentrent dans l'Union européenne et tout ce qui va avec, Schengen et ce que je disais tout à l'heure. De la même façon qu'il faut réinformer les Ukrainiens, qu'il faut réinformer en fait tous les peuples qui peuvent être séduits, tentés par l'UE et tout ce que ça apporte au-delà des images, des stéréotypes, c'est-à-dire, et puis aussi il y a quelques réalités, on c'est-à-dire peut utiliser ce terme désenchantement. Oui, désenchanté, oui, effectivement. Parce que maintenant nous sommes enchantés par l'obsession européenne. Est-ce que la façon, parce que la France, et j'espère que la France avait une belle image encore dans votre pays, voir comment elle a été mise à genoux aujourd'hui, avec l'impossibilité de sauver nos plus pauvres, des taux de chômage qui augmentent, l'impossibilité de réguler, je vous parle juste de réguler, pas d'arrêter l'immigration chez nous. Une immigration que nous n'avons pas le droit de choisir, donc qui importe chez nous une religion et des méthodes qui sont antinomiques à ce que nous avons mis en place pendant 1500 ans chez nous. Est-ce que cet exemple que vit la France, qui a été un pays puissant et qui le reste, ne devrait pas alerter la Moldavie, qui est plus petite que la France? Mais comment pourrait-il résister alors que... Personne n'est connu dans mon pays. C'est pourquoi je suis ici, pour inviter vous de parler d'une manière ouverte et directe avec mon peuple, avec l'opinion publique, pour expliquer. Tout le monde sait, la France, c'est bien, c'est démocratie, capitalisme, Europe et tout ça. La France est à genoux, Je sais, mais nous sommes un groupe très petit en Moldavie qui savent ça. C'est pourquoi on doit expliquer, on doit informer, ou comme dit Lucien, réinformer l'opinion publique de Moldavie et de Roumanie aussi. Parce que vous êtes, alors pour le coup, les pays, les anciens satellites de la Russie sont une espérance. C'est-à-dire que là où les pays de l'Europe de l'Ouest ont vécu, je pense, dans une espèce de douceur qui les a endormis, et les peuples se sont endormis, vos pays ont en plus, par exemple, d'abord évidemment acquis leur force pour pouvoir se libérer du communisme, et puis n'ont pas abandonné leur culture traditionnelle, alors que nous, absolument, les nôtres, même les tout petits, sont déracinés, c'est-à-dire qu'on les a convaincus que le peu de choses qu'ils avaient de leur tradition étaient bonnes à jeter à la poubelle. C'est-à-dire que même les plus petits
non seulement ils n'ont pas de bénéfices matériels à cette Union européenne, mais en plus, moralement, ils sont détruits. D'accord. C'est pourquoi nous sommes très concentrés sur la protection de notre tradition religieuse, premièrement. Sans l'Église orthodoxe, notre pays ne représente rien de rien. Sans tradition culturelle orthodoxe, sociale, comme éthique sociale, c'est rien de rien. Et l'attaque est spécialement contre l'Église maintenant, contre notre foi traditionnelle. Et nous sommes 96% orthodoxes en Moldavie. C'est un pays traditionnaliste, on peut dire. À la différence des pays baltes, par exemple, où l'athéisme est comme ici en France, ou en République tchèque. En Moldavie, non. Nous sommes traditionnalistes. Nous sommes un pays rural. Un peu retardé, mais c'est bien. Ça, c'est le cauchemar de Bruxelles, tout ça. Oui, c'est-à-dire homogénéité culturelle, 96% orthodoxe, et effectivement côté rural, c'est effectivement ça aussi, c'est un problème parce que bon, ça confère un attachement au pays, un attachement à la terre. On n'est pas dans les réseaux d'images, on n'est pas dans le tertiaire, on est plus, on est un cutéreux, on est dans dans le côté effectivement réaliste. Et tout ça doit être effectivement déraciné, doit être déformé, transformé. Je pense que vous trouverez en France des gens pour témoigner du drame que nous vivons chez nous. Valérie Bugeaud, vous souhaitiez intervenir, alors on vous aura un peu plus longtemps après. Il reste 3 minutes, donc oui. Je vous laisse le micro. Oui, je voulais juste dire 2 mots à propos de ce que Yuri et Lucien viennent de dire. Effectivement, le modèle de développement de l'Ouest aujourd'hui, et qui est le modèle prévalent en Union européenne, valorise le nomadisme par rapport au sédentarisme. Et ce nomadisme tire ses racines d'où ? Il tire ses racines du nomadisme financier. C'est lui qui a imposé ce modèle, et ce modèle se développe. Et en effet, l'objectif final, c'est de détruire tout ce qui rattache les individus à une terre et au mode de vie sédentaire. Donc vous avez la valorisation de toutes les populations nomades de la terre, donc ça va sur tous les continents, et en particulier sur le continent européen, on a un peuple nomade qui est le peuple tzigane, qui aujourd'hui en France a acquis à peu près tout légalement beaucoup de droits, façon détournée, mais effective. Voilà. Mais c'est un exemple, je donne cet exemple parce que les faits divers relatent souvent ce genre de choses. Mais en effet, Yuri et les Moldaves ont un sérieux souci à se faire du point de vue de l'homogénéisation de leur population, puisque c'est un des points fixes d'attaque des financiers qui contrôlent l'Union européenne et tous les pays de l'Ouest d'Occident. Chers amis, chers auditeurs, donc nous allons devoir rendre le micro. Je vous remercie tous les 3. Je dois avouer aux auditeurs que j'ai été très en retard. Vous auriez dû entendre une intervention beaucoup plus longue, mais la fée des neiges m'a joué de mauvais tours. J'espère que nous pourrons prolonger cet entretien par téléphone un peu plus tard. Et de toute façon, posez vos questions à mes invités. Je leur transmettrai et ils y répondront d'une manière ou d'une autre. Nous rendons donc le micro à la technique. Merci beaucoup. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la plus grande France, dirigé par Anne-Laure Mahler. Seconde partie d'émission préenregistrée le 8 février 2018. Il est diffusé pour la première fois samedi 10 février 2018 de 18h à 21h et réalisé par Franck, Arnaud et Philippe.
N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.